commence cette vidéo en vous remettant la trace écrite que vous avez recopiée lundi. Ça permettra aux absents de rattraper quand même ce qu'ils ont raté et au présent de vérifier que vous avez bien tout. Donc il y avait le titre du chapitre, la petite introduction, grand 1 problématique. Vous mettez pause si besoin. Grand A, un contexte favorable à la décolonisation, donc on est allé jusqu'à ce bilan. Et ensuite, grand B, donc ça par contre vous l'avez pas noté, un exemple de décolonisation, l'Algérie. Je vous avais distribué cette petite feuille en vous demandant de répondre aux questions, et donc maintenant je vais donc corriger ces questions. Donc des pays qui ont été décolonisés, il y en a énormément, puisqu'on a vu qu'il y avait 2 continents qui sont concernés par la décolonisation, l'Afrique et l'Asie en grande partie. Il y a eu plusieurs types de décolonisation, soit par la voie diplomatique, par la négociation, comme en Inde, entre le Royaume-Uni et l'Inde, mais il y a eu aussi des pays qui sont rentrés en guerre pour obtenir leur indépendance. Et c'est donc le cas de l'Algérie. Je procède donc à la correction des questions distribuées en classe. Je n'afficherai pas de correction spécifique pour chaque question. Je vais les traiter à l'oral pour gagner un petit peu de temps d'enregistrement de vidéos et puis même pour vous, en fait, pour vous économiser du recopiage. Je ferai un résumé dans un bilan du grand B juste à la fin de la correction, ça devrait suffire. Si vous avez déjà répondu aux questions sur votre cahier, voilà, je vais prendre quand même les questions dans l'ordre, hein, petit 1, enfin première question, deuxième question, pour que vous puissiez vous corriger. Donc la première question, c'était quelle est la métropole de l'Algérie au début du XXe siècle? Pour répondre à cette question, vous aviez le manuel donc à votre disposition avec une petite introduction et une carte. Et donc la carte elle est en haut à droite. Elle nous indique une relation entre la France et l'Algérie, et pour cause, puisque effectivement c'est la France qui a conquis l'Algérie au XIXe siècle, on l'avait vu l'année dernière en 4e, et elle se trouve donc être la métropole de l'Algérie. Et la deuxième question, très rapide, dater la guerre d'Algérie, donc l'introduction que vous avez lue, si c'est pas fait, vous pouvez mettre pause pour la lire. Donc la guerre d'Algérie s'est déroulée entre 1954 jusqu'aux accords d'Évian en 1962. Je continue avec la question 3, comparer la population européenne et la population algérienne. Pour répondre à cette question, vous aviez ce document 4, page 136, avec ici une première colonne intitulée Européens, et ici une deuxième colonne intitulée Français et musulmans. Donc c'est important déjà de savoir de quoi on parle. En 1954, donc date du début du conflit, le territoire de l'Algérie est considéré comme une partie intégrante de la République française, comme je vous disais tout à l'heure. L'Algérie est considérée comme un département français. Mais à l'intérieur de ce département, au lieu de parler des Français de manière générale pour toute la population, vous allez avoir une division en 2 catégories principales. La première catégorie qui est intitulée dans le document européen, mais en fait il y a d'autres expressions comme Français d'Algérie, les Européens, ou bien les pieds noirs. Vous avez la définition de ce terme dans la fiche objectif que je vous ai distribuée. Cette catégorie-là est une catégorie qui a été clairement favorisée, et on peut le voir d'ailleurs avec les chiffres que l'on va étudier juste après. Et la deuxième catégorie, ce sont les Français, oui certes, Français, mais Français musulmans. En fait, en réalité, déjà vous voyez qu'ils sont bien plus nombreux, hein, quasiment 9 millions par rapport à moins d'1 million pour les Européens. En fait, ces Français musulmans, ce sont les Algériens d'origine, c'est-à-dire la population qui était là au moment de la conquête de l'Algérie au XIXe siècle. Et alors parfois, là c'est français musulman qui a été choisi par le manuel, parfois le terme qui est employé pour les désigner, ça va être indigène. D'accord, à mettre également avec des guillemets. Donc, vous allez avoir une réalité sur le terrain qui va être une réalité d'inégalité. Alors, je prends un autre stylet. Donc, si on analyse les chiffres, on voit bien que la population européenne est
bien moins importante que la population algérienne d'origine, et on a un certain nombre d'inégalités. Par exemple, au niveau de la mortalité infantile, qui concerne en fait le nombre de morts, enfin le nombre d'enfants qui n'arrivent pas à un certain âge, qui n'arrivent pas par exemple à l'âge de 3 ans, vous allez avoir pour les Européens 46 pour 1000, alors faites bien attention à ce sigle-là, mon rond ne ressemble à rien, c'est pas grave, donc vous avez, c'est pas un pourcentage, mais c'est un pour 1000. Quand vous avez 2 zéros là, c'est pour 1000, le chiffre pour 1000. Donc 46 pour 1000 enfants qui n'atteindra pas l'âge de 3 ans, alors que pour l'Algérie, pardon, pour les Français musulmans, donc l'autre partie de la population, on va être autour de 181 pour 1000 enfants qui n'atteindra pas l'âge de 3 ans. Donc là, une inégalité entre ces deux populations. Vous avez une population qui est majoritairement agricole du côté des Français musulmans, alors qu'elle est majoritairement cadre supérieur pour les Européens. Alors là, on n'est plus sur du pour 1000, on est bien sur du pourcentage. Voilà, mon rond est bien plus joli. Donc vous avez 2% des Européens qui sont qui exercent un métier agricole, contre 98% des Français musulmans, et à l'inverse, 93% des Européens sont des cadres supérieurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un salaire qui va être certainement plus conséquent que pour les agriculteurs. Et un dernier exemple d'inégalité, vous allez avoir les enfants scolarisés, 100% des enfants scolarisés européens, 100% des enfants européens sont scolarisés, contre 20% des Français musulmans. Donc en fait, pourquoi ce constat, pourquoi cette question? Là, ce qui était important de retenir, c'est que la population algérienne, donc baptisée soit français musulman, soit indigène, va être considérée comme inférieure, si vous voulez, il y a une inégalité de traitement. Et donc cette inégalité de traitement qui se voit par la mortalité infantile bien supérieure chez les Français musulmans, le taux de scolarisation qui est nettement inférieur chez les Français musulmans, tout ça va s'accumuler jusqu'à du coup une explosion, une déflagration qui va intervenir au 1er novembre 1954. Alors justement, ici vous avez un document qui date du 31 octobre 1954. Je reprends mon pointeur laser. Donc 31 octobre 1954, vous avez un texte qui émane du FLN. Donc le FLN, c'est un mouvement. Vous avez également la définition du terme dans votre fiche objectif. Donc le FLN, c'est Front de Libération Nationale. Je vais pas lire le document dans la vidéo, soit vous mettez pause, vous le lisez, soit vous l'avez déjà lu parce que vous avez bien fait votre travail et vous avez répondu aux questions. Mais voilà, je peux pas trop perdre de temps pour le lire. La question qui était posée, c'était quel groupe représente les Algériens voulant l'indépendance? Donc c'est bien le FLN, le Front de Libération Nationale, qui a été créé à cette époque-là. Et alors, qui est son chef? Vous n'avez pas la réponse dans le document, par contre vous l'aviez dans le manuel, vous aviez un petit encadré avec une photo de Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella, qui est donc le chef du FLN, qui a fait partie de son élaboration, de sa mise en place, et qui va œuvrer donc pendant tout le conflit pour obtenir l'indépendance. Alors, pourquoi ce groupe veut-il lutter? Donc, vous aviez le document qui indiquait, je vais prendre mon surligneur. Donc, notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme. Déjà, cette première phrase, elle est importante. Le colonialisme, c'est quoi? C'est une doctrine qui vise à légitimer l'occupation, qui vise à légitimer la domination politique d'un État sur un autre, et qui légitime, du coup, l'exploitation économique des territoires par certains États. En fait, là, j'ai tout simplement pris la définition de colonie, puisqu'on avait dit que colonie, c'était un territoire qui était conquis, donc occupé, qui était administré, donc dominé de manière politique, et exploité par une métropole, par un autre pays. Donc, le FLN va lutter contre le colonialisme, et donc de fait le colonialisme, qui incarne le colonialisme sur le territoire, c'est la France, qui a conquis ce territoire-là au XIXe siècle.
Donc, ils se prénomment et ils donnent l'étiquette de Front de Libération Nationale, donc ils donnent leur identité. Et leur objet, leur but, c'est une lutte de libération pure et simple. Quand ils disent sans aucune autre considération, c'est ça. C'est vraiment le but, c'est de libérer le territoire. Et ils insistent ensuite, but, l'indépendance nationale et qui vise la restauration de l'État algérien souverain. Donc souverain, c'est un terme qu'on avait bien vu l'année dernière pour la Révolution française. Souverain, ça veut dire qui a le pouvoir. Alors là, on insiste aussi sur la notion de démocratie et puis aussi sociale, donc un État algérien souverain, démocratique et social. Après voilà, il distingue, il donne des détails sur de quelle manière il voudrait mettre en place cet État algérien, selon quels principes. Et donc cet appel du FLN au peuple algérien le 31 octobre 1954, comme indiqué ici, va donner lieu le 1er novembre 1954 à une vague d'attentats qui vont du coup avoir pour conséquence la déclaration de guerre, le début de la guerre d'Algérie. Question 5. Quels événements marquent le début de la guerre? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Le début de la guerre, vous le voyez sur la frise chronologique, commence le 1er novembre 1954 avec une vague d'attentats. Vous voyez bien qu'il y a un S, donc ça signifie qu'il y en a eu plusieurs. Premiers attentats du FLN, début du conflit. Alors effectivement, il y en a eu plusieurs, on en dénombre 70 à peu près. Sur la carte que vous avez ici dans le document 2, vous pouvez les voir de manière un petit peu plus précise. Vous avez des espèces d'explosions vertes là, qui représentent les principaux attentats du FLN. Alors vous allez me dire, mais il n'y en a pas 70, des explosions. Non, parce que, alors déjà, la carte les dénombre pas toutes. Pas tous, pardon. Et puis en plus, surtout, sur certaines explosions, vous avez plusieurs actions. Alors, la plus connue sans doute des actions, c'est dans cette zone-là, autour de Aurès, vous aviez un couple d'instituteurs, de jeunes instituteurs mariés depuis peu, qui venaient de France pour aller enseigner dans une école dans le massif d'Aurès. Et ils prenaient l'autocar d'Alger pour rejoindre leur école. Et l'autocar a été arrêté par un groupe armé du FLN et tous les Européens, enfin en l'occurrence les deux, le jeune couple, les Européens identifiés comme tels ont été assassinés. Et vous avez en fait plusieurs cas de ce type-là. La population visée, forcément, ce sont les Européens présents sur le territoire et considérés comme étrangers, puisque l'objectif c'est de faire pression sur le gouvernement français pour qu'il libère en fait le territoire, pour qu'il rentre en France et qu'il laisse l'Algérie aux Algériens. Donc ça, voilà, la réponse à la question, ce sont les attentats du FLN, du Front de Libération Nationale, qui va marquer le début de la guerre. Alors la guerre, elle aurait très bien pu se terminer tout de suite, puisque la demande était très claire de la part du FLN, à savoir la vague d'attentats, c'est pour faire partir les Français d'Algérie. Sauf que le Premier ministre à cette époque-là, François Mitterrand, fait une déclaration dans laquelle il dit l'Algérie c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Donc en fait, malgré les attentats qui viennent de se dérouler, la réponse de la France c'est de lutter, en fait, de lancer une opération de maintien de l'ordre. Alors en fait, le terme de guerre, il est un petit peu, voilà, à cette époque-là, on parle pas vraiment de guerre, puisque le territoire étant considéré comme français, en fait, c'est du maintien de l'ordre du territoire. Mais comme ça va aboutir à l'indépendance de l'Algérie, qui est un pays à part entière, on va donc après l'appeler guerre d'Algérie. La carte nous permet aussi de voir des zones de guérilla sur la carte en bas. Donc là, vous avez des zones hachurées en vert. Donc ça, en fait, guérilla, c'est des armées, enfin des groupes militaires organisés comme tels, qui vont se réfugier dans les montagnes, et l'armée aura du mal à
à contrôler ces zones-là qui vont être du coup aux mains des guérillas du FLN. Et vous aurez aussi des bases militaires à l'étranger, donc du côté de la Tunisie et ici du côté du Maroc, qui vont permettre au FLN de se replier de temps en temps, voilà, pour aller restructurer leurs effectifs. Question 6. Relevez les éléments qui montrent le déchaînement de la violence pendant la guerre d'Algérie. Alors cette guerre, comme je vous disais en classe lundi, elle n'est pas évidente à analyser puisque on a nécessairement en fait des prises de position en fonction des origines que l'on peut avoir, soit des origines algériennes, soit françaises, voire algériennes, mais du coup les Algériens qui ont combattu auprès de la France. En fonction de ces origines-là, on va avoir une lecture qui va être un petit peu différente du conflit, donc il convient en histoire en fait d'essayer d'avoir la lecture la plus neutre possible, sans parti pris, et vraiment d'analyser les événements tels qu'ils se sont déroulés, sans mettre en avant l'un ou l'autre des camps, sans justifier plus que de raison l'un ou l'autre des camps. Donc là, ce qu'on peut dire de manière voilà, très détachée des événements, c'est que on assiste à un engrenage de la violence. C'est-à-dire que des deux côtés, du côté français comme du côté algérien, en tout cas rebelle algérien, donc du côté du FLN, des actes atroces commis, des attentats, des vengeances, de la torture qui va être pratiquée. Donc dans le texte que vous avez lu ou que vous allez lire maintenant en mettant en pause, vous avez effectivement du vocabulaire qui met en avant cela. Alors, vous avez un dialogue en fait entre plusieurs jeunes soldats français qui vont nous faire comprendre déjà la posture psychologique dans laquelle pouvaient se trouver ces soldats. Ici, vous avez par exemple une citation « Nous ne sommes pas des assassins », disent les appelés. Donc les appelés, c'est les jeunes recrues, les jeunes soldats mobilisés en renfort de l'armée, qui arrivent et en fait qui se trouvent contraints parfois de devoir utiliser des méthodes, voilà, comme indiqué, qui soulèvent la nausée, la protestation. Et la réponse en fait qu'on va leur donner, c'est de dire oui, mais si on agit comme ça, c'est parce que dans l'autre camp, ils ont exécuté 3 amis de la France, 2 compagnies voisines ont 2 tués dans une embuscade, et puis on va insister sur la torture, sur des détails sordides que l'adversaire en fait va commettre pour alimenter en fait la haine de chacun des camps. Donc vous avez justement l'idée du fameux sourire kabyle, donc en fait le fait d'égorger la victime, vraiment voilà, le coup, pas une décapitation totale, mais un égorgement. Et donc en fait tout ça va alimenter les peurs, la haine, la colère, et donc le fait que on va finir par des bousculades à caractère raciste en fait, hein. On va bousculer une personne juste parce que elle est arabe, on va frapper un suspect juste parce qu'il est arabe, et enfin on nous dit c'est l'escalade, puisque dans l'autre camp, forcément ce comportement-là va elle aussi alimenter la haine des Algériens, des rebelles, mais aussi des Algériens qui à la base n'étaient pas rebelles, qui vont rejoindre les rangs du FLN. Donc ici vous avez par exemple une photo avec des soldats français qui contrôlent un village, et donc vous voyez les habitants qui mettent la main sur la tête, menacés par la présence des soldats. Donc on est bien dans une guerre extrêmement violente, et cette violence en fait va avoir des répercussions même encore aujourd'hui dans la population, parce que le conflit n'est pas si vieux que ça, hein, comme je vous le disais. Vous avez encore beaucoup de personnes qui ont de la famille qui a pu participer de près ou de loin à ce conflit, soit en tant que soldat, soit famille d'un soldat tué à ce moment-là. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important, je pense, quand même d'évoquer cette guerre. Et n'hésitez pas en classe la semaine prochaine du coup à me poser des questions s'il y a des choses qui vous voilà que vous ne comprenez pas malgré les explications dans la vidéo, pour vraiment faire le point sur ce conflit.
Question 7. Qui est appelé au pouvoir pour résoudre la crise algérienne en 1958? Que décide-t-il en 1959? Et vous aviez un document page 146 pour ceux qui avaient le manuel pour répondre à la question. Donc sur la frise chronologique, on constate en 1958 que vous avez le retour d'un personnage que vous connaissez bien, qui est Charles de Gaulle. Donc en fait, c'est Charles de Gaulle qui va être appelé suite à l'insurrection des Européens d'Algérie, puisqu'en fait sur le territoire, les Européens qui se sont installés en Algérie, pour un certain nombre d'entre eux, ça fait un certain temps qu'ils sont installés là-bas et ils se sentent chez eux, donc ils veulent en fait que le gouvernement, ils font pression pour que le gouvernement termine le conflit, mais termine le conflit à la faveur du maintien de la colonie, enfin du maintien de la présence française. Donc la situation diplomatique est quand même assez complexe. Donc vous avez De Gaulle qui est appelé au pouvoir par le président de l'époque qui s'appelle René Coty, et il a choisi l'autodétermination. Donc ça c'est ce qu'il décide de faire en 1959 ici. Donc il propose l'autodétermination. Vous aviez aussi l'information page 146. Et donc à partir de 1961, alors que les négociations entre la France et le FLN sont en cours, certains Français d'Algérie créent l'OAS qui commet à son tour des attentats pour empêcher en fait l'indépendance de l'Algérie. Donc ça c'était ce que je vous disais avec l'insurrection des Européens d'Algérie, la volonté en fait, ils sentent les Français d'Algérie que en fait le conflit est en train de tourner à la faveur d'une indépendance, ce qu'ils rejettent, et donc ils vont créer à nouveau eux-mêmes des attentats pour empêcher cette indépendance. Donc le conflit est vraiment très complexe. Aussi pour ça, puisque vous allez avoir le FLN qui va agir dès le départ pour l'indépendance de l'Algérie, donc qui regroupe des Algériens d'origine algérienne, et ensuite l'OAS qui va être créée par des Français d'Algérie qui veulent maintenir la présence française en Algérie. Bon, la fin du fin, c'est bien sûr donc en 1962 avec les accords d'Évian qui vont terminer, qui vont plutôt au contraire précéder la proclamation de l'indépendance après un référendum en France et en Algérie. Donc un référendum, c'est quoi? C'est le fait de poser une question à la population, et cette question, elle ne peut être répondue uniquement par une réponse oui ou non. D'accord? Donc en gros, êtes-vous pour l'indépendance de l'Algérie, oui ou non? Dernière question, quelles sont les conséquences de la guerre d'Algérie? Donc déjà la signature des accords d'Évian en 1962 qui vont permettre la fin du conflit. L'indépendance est accordée enfin à l'Algérie qui devient donc indépendante à ce moment-là. Les accords d'Évian sont quand même suivis par une multiplication des attentats, comme on disait tout à l'heure, par les attentats commis par l'OAS. Et du coup, vous allez avoir aussi un exode massif des Européens d'Algérie qui vont se dire, bon ben voilà, là maintenant, l'Algérie devenant indépendante, les Européens qui étaient installés sur le territoire, malgré le fait que ça puisse faire 50, 60 ans, 70 ans, puisque comme je vous le disais, hein, la conquête datait du 19e siècle, il faut que ces personnes-là, en tout cas, elles ont décidé de rentrer massivement en France. Reste la question des pieds noirs et des harkis qui vont eux aussi quitter l'Algérie pour venir s'installer en France. Les harkis, on n'en a pas trop parlé, c'est le terme que vous avez aussi dans votre fiche objectif qui désigne les Algériens qui ont pris le parti de la France. Donc une population d'origine algérienne et qui a décidé de combattre aux côtés de la France. Et je vous laisse imaginer la réaction qu'a pu avoir la population algérienne contre cette population. Ça a été une vague de massacres pour punir ces personnes-là qui avaient finalement fait le choix de combattre aux côtés de la France. Donc vous avez des harkis qui vont aussi tenter de partir.
Après l'accueil en France, voilà, hein, là aussi hein, on est en histoire, donc on tente, enfin non, on fait une lecture neutre de ce qui s'est passé. Les harkis qui sont arrivés en France ont été installés dans des camps dans lesquels, voilà, hein, les conditions de vie n'étaient pas forcément très optimales et certains ont dû y rester très très longtemps. Donc vous avez une posture pour cette population-là qui a été très compliquée, rejetée dans leur pays d'origine parce que ils avaient fait un choix qui avait été considéré comme mauvais par le pays d'origine, et dans le pays d'accueil, bah, finalement un accueil qui n'était pas vraiment anticipé, et donc voilà, une vie assez difficile pour ces populations-là. Je vous laisse maintenant prendre en note le résumé de ce qu'il faut retenir de ce conflit. C'est l'émergence du tiers-monde. Donc là, on quitte le contexte franco-algérien pour dézoomer maintenant sur le monde, sur le reste du monde. Alors, d'où vient l'expression tiers-monde? Je vous ai mis un petit schéma montrant un cercle avec trois morceaux, donc en fait trois tiers, le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est, que vous connaissez bien maintenant, avec le bloc de l'Ouest autour des États-Unis, et le bloc de l'Est autour de l'URSS. Et il y a un dernier tiers que l'on va nommer le tiers-monde. Le tiers-monde, en fait, c'est la partie des pays, la partie du monde qui ne veut pas se confondre avec l'un ou l'autre des deux blocs. Alors justement, ce tiers-monde va naître, entre guillemets, lors d'une conférence dont il faut connaître la date, 1955. Et donc vous avez une conférence c'est une réunion qui va réunir un certain nombre de pays, de représentants de pays. Et lors de cette conférence, ils vont discuter d'un certain nombre de points. Donc cette conférence est la conférence de Bandung qui a eu lieu en 1955 en Indonésie, et elle va réunir pour la première fois 29 pays africains et asiatiques, d'anciennes colonies souvent, dont par exemple Nasser qui est le représentant de l'Égypte, ou bien Nehru qui est le représentant de l'Inde, ou encore Sukarno, le représentant de l'Indonésie. À la conférence de Belgrade qui aura lieu quelques années plus tard, en 1961, ils se sont déclarés, plutôt en histoire on essaie de parler au passé, ils se sont déclarés non alignés. Non comme non, tiré aligné, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'aligner ni sur le bloc de l'Ouest, ni sur le bloc de l'Est, et ils forment ce que l'on appelle le tiers-monde. Le mouvement des non-alignés est un terme que vous avez dans la fiche objectif dans la partie vocabulaire. Alors ce qu'on appelle le non-alignement, c'est comme je vous le disais, le fait de ne pas vouloir s'aligner ni sur le bloc de l'Ouest ni sur le bloc de l'Est. Le problème, c'est que ces nouveaux pays, en fait, qui viennent de naître, hein, puisque souvent ils sont nés juste à cette période-là du fait de la décolonisation, ils vont rencontrer de graves problèmes. Ce sont de nouveaux États très fragiles qui ont des grosses difficultés politiques et encore économiques. Vous allez avoir par exemple dans certains pays d'Afrique des tensions entre ethnies qui vont aboutir à des guerres civiles meurtrières comme au Nigeria. Vous allez avoir des famines très très importantes et énormément de morts dans ces pays-là. Et ces jeunes États sont confrontés au maintien de l'influence des anciennes puissances coloniales. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils sont indépendants, ils subsistent toujours un espèce de rapport économique en faveur du pays anciennement colon, l'ancienne métropole, qui va du coup souvent empêcher ces États-là de se développer correctement. Cette nouvelle forme de domination, c'est ce qu'on appelle à partir de cette époque-là le néocolonialisme, c'est-à-dire que les États colons sont partis, ils ont laissé l'indépendance, alors soit contrainte par des guerres, soit négociée, mais ils vont garder une domination dans le domaine économique qui va du coup continuer d'exploiter ces territoires-là qui demeurent fragiles. Donc à droite, vous avez une caricature qui montre un personnage avec tiers-monde écrit dans le dos, et on voit qu'il a le choix soit d'aller du côté du bloc de l'Ouest,
du côté du bloc de l'Est, et s'il choisit la troisième voie, c'est-à-dire la voie du tiers-monde, bah, il va être confronté à un mur, c'est le mur des difficultés, des fragilités que connaissent ces États-là. On termine avec un bilan de ce qu'il faut retenir de cette création du tiers-monde, du mouvement des non-alignés. Donc vous avez 2 mots de vocabulaire à rajouter, une date en plus à connaître, la conférence de Bandung. Pour réviser un petit peu différemment, ici vous avez un schéma que j'ai pris dans le manuel, hein, je sais plus à quelle page. Voilà, vous avez l'essentiel à retenir. Un contexte favorable aux indépendances qui entraîne l'indépendance des pays qui vont être décolonisés. 2 phases pour l'Asie, 45-55, pour l'Afrique, 55-65. 2 modalités, soit par la négociation, soit par la guerre. Vous avez une affirmation de ces nouveaux États sur la scène internationale avec la naissance du mouvement des non-alignés, mais aussi des difficultés, des fragilités économiques, instabilité politique et le néocolonialisme qui demeure. On n'a pas terminé avec ce chapitre, je vais faire une deuxième vidéo pour le grand 2 que je vous publierai du coup dans les jours à venir.